à Londres. Donc lui, quel est son rôle lorsque, dans la procédure centralisée, c'est ça que je voulais dire. Et là, il se contente d'enregistrer. Mais ça ne passe pas d'ailleurs. Non, même pas, non. Non, ça ne passe pas par la commission d'AMM elle-même, si vous voulez. Parce que justement, la procédure, si vous voulez, la procédure centralisée a la caractéristique de permettre de donner un avis, puisque le CHMP donne un avis, l'Agence européenne donne un avis, et ensuite c'est la commission, après un processus de comitologie maintenant qui passe par Strasbourg, qui donne l'autorisation en tant que telle de commercialiser dans les 27 États membres de l'Europe. Et donc ensuite, effectivement, il peut y avoir des interventions spécifiques dues aux réglementations particulières, notamment en ce qui concerne la publicité ou d'autres réglementations spécifiques. Et il y a tout le processus ensuite d'accès au marché, notamment remboursement, qui lui passe effectivement par d'autres instances, mais pas par la commission d'AMM. La commission d'AMM de l'AFSAPS peut s'autosaisir d'un médicament parce qu'il estime que, et il peut d'ailleurs prescrire un PGR complémentaire. Absolument. Voilà, donc, non mais ça c'était... Donc Et la commission française, à mon sens, doit se saisir beaucoup plus souvent des modalités d'utilisation et de distribution des produits enregistrés à l'intérieur de notre pays, puisque derrière l'AMM, il n'y a pas que le marché, il y a l'utilisation par les personnes. Et donc les circuits d'utilisation ou de distribution sont sous notre responsabilité. Et c'est là-dessus où l'évolution vers une commission qui examinerait le bénéfice-risque de façon récurrente aurait son sens pour veiller à ce qu'un bien de santé, sa distribution soit adaptée, pas uniquement au risque, mais aux bénéfices qu'en attend la population dans un système de santé. Je voudrais redire que notre pays a le plus de bénéfices, mais aussi le plus de risques, puisque chez nous, les produits de santé sont très rapidement accessibles. C'est beaucoup plus facile pour certains pays de la communauté européenne dont je participe, qui n'utilisent pas les produits de santé, qu'ils enregistrent. Donc effectivement, ils en ont moins les bénéfices et moins les risques. Donc c'est un changement radical qui est de travailler plus pour la distribution du bien de santé. Vous m'avez posé une question sur la transparence, sur laquelle je voudrais répondre, bien évidemment, puisque c'est une... Si nous devons examiner le bénéfice-risque de façon régulière, c'est un devoir. Sans ça, on va laisser passer des baisses de bénéfices et on va laisser passer des montées de risques. On doit les examiner dans un contexte qui n'est pas forcément un comparateur hit-parade entre les divers médicaments, mais s'il y a des médicaments qui tout d'un coup sont beaucoup plus performants que d'autres, on doit pouvoir, dans l'examen du bénéfice-risque, dire bah, celui-là, il a un peu moins de bénéfices parce que les temps ont changé. C'est ce qui est le cas sur les antidiabétiques. Donc il est paradoxal qu'il y ait une dissociation entre les deux. C'est paradoxal et c'est difficile à comprendre qu'avec les mêmes données et les mêmes experts extérieurs, des opinions éventuellement différentes puissent être comprises. Ça veut pas dire, ce sont deux choses différentes. Mais les utilisateurs nagent et trouvent ça là incohérent. Donc je pense que c'est la même responsabilité d'examiner le bénéfice-risque. En ce qui concerne et cela doit être indépendant bien évidemment du financement et du remboursement, afin que des décisions prises de distribution ne soient pas influencées par des restrictions budgétaires, mais c'est sur cette appréciation que le financeur décidera ou non. Ça, c'est une décision politique et de régulation du système de santé, de savoir quelle valeur il donne ou non à ces produits. Nous devons garantir que ce sont les meilleurs produits qui sont rendus disponibles, et forcément en comparaison interne et en comparaison externe. Et ce n'est pas stable au cours du temps, car bien évidemment, nous sommes une agence qui doit travailler sur le progrès thérapeutique. Et ce qu'on veut offrir, c'est les progrès thérapeutiques. Et quand il y a un progrès thérapeutique, généralement, ça étouffe des progrès, des produits récemment. La HAS a un rôle crucial, je tiens à le dire, sur le système de santé, car elle intègre pas que le médicament, mais le parcours thérapeutique. Il n'y a aucune agence de médicaments dans le monde, que ce soit la FDA, etc. Nous, on regarde par exemple tel médicament, mais on ne dit pas le nombre de cures que doit avoir un traitement anticancéreux. D'accord? Et ça, c'est l'HAS qui donne le parcours. Et ça change tout en termes de régulation,
ça change tout en termes d'impact, et ça change tout en termes de risque. On a l'équivalent quand même au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, c'est le NICE qui fait ce travail. Ouais. Mais il ne s'intéresse pas aux comparateurs des médicaments, il s'intéresse à l'utilité dans le système de santé du partage des biens. Par exemple, il peut dire il ne faut jamais faire de chimiothérapie dans le cancer de la prostate, même si c'est un médicament qui est enregistré. Bon. Ou il faut le faire que dans 5% des cas. Bon. Ça, ce n'est pas le rôle d'une agence du médicament. L'agence du médicament, elle doit vérifier que ce médicament dans le cancer de la prostate a une bonne relation bénéfice-risque dans un contexte. Et son rôle n'est pas de dire combien de cures on doit faire et à quel sous-groupe de population on doit l'adresser. Ça, c'est forcément une autorité qui est indépendante du médicament et qui regarde le bénéfice global. C'est le NICE. Et c'est pour des raisons essentiellement économiques? Parfois, et ça fait un débat public en Angleterre, mais qui a un système de santé, une sociologie un peu différente. Ah oui, quoi qu'ils ont l'air de râler maintenant. Oui, oui, il y a eu des manifestations. Mais ils ont moins de déficit que nous, quand même. Hein. Ça, c'est une aussi. Madame Blandin, je vous pardonne, mais j'ai oublié que vous m'aviez demandé la parole. Excusez-moi. Ça va obliger une petite gymnastique de retour en arrière, mais c'est très ponctuel. Ils sont très agiles. C'est sur les commissions. Vous nous avez dit l'évolution éthique des protocoles, etc. Vous avez dit les conflits d'intérêts sont affichés. Mais est-ce que des conséquences en sont tirées d'exclusion de certains débats des personnes ayant des liens? Voilà. Oui, je ne parle pas de l'époque du médiateur, je parle de maintenant. Maintenant, oui. Voilà, oui. c'est ça. Oui. Et la deuxième chose, est-ce que vous êtes favorable ou non à une proposition du Grenelle, auquel vous avez par ailleurs participé, qui a été votée par le Parlement, d'une instance extérieure chargée de vérifier que les agences respectent bien leur protocole éthique, en quelque sorte, quoi. Actualisation des conflits d'intérêts, etc. Beaucoup de travaux sont en cours sur ce sujet, et je crois qu'il est très important que toutes les agences financées par l'État, et quel que soit leur domaine d'expertise, un sport qui va devenir national est dangereux, et la contestation de l'expertise publique. Donc nous devons nous prêter à ces règles-là. Je voudrais rajouter une forme d'expertise que vous avez... Enfin, qu'on a soutenu ensemble dans le cas du Grenelle, et je sais que vous y êtes attaché aussi, c'est l'expertise citoyenne. Parce que les débats entre experts pharmacologues, c'est intéressant, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Et c'est très important qu'il y ait une expertise citoyenne qui aide, ou du moins qui donne son regard, voire même son expertise. Aux États-Unis, vous ne l'ignorez pas, on met dans les agences ce qu'on appelle les Patient Advocacy Group, qui sont des personnes formées, pour résister aux pressions des grands savants, aux pressions éventuellement des parties prenantes, aux pressions des politiques, et qui participent au débat, qui sont capables de lire un dossier en disant mais finalement c'est pas si intéressant que ça pour les patients, donc je vais voter contre. Donc ça change un peu la donne. Alors je sais pas si on a vraiment l'intention, j'ai vraiment l'intention d'essayer de l'expérimenter en France. Par contre, le débat citoyen est déjà bien organisé par ailleurs. Mais je crois qu'on a tendance, lorsqu'on parle devant les citoyens, les experts ne peuvent pas avoir la même voix. Et je crois qu'il ne faut pas mélanger les citoyens et les parties prenantes. Il est légitime, il faut savoir que quand on a une commission, quand on examine un médicament sur la mycoviscidose, il est normal que l'association de lutte contre la mycoviscidose soit présente. Mais à ce moment-là, elle est partie prenante, elle n'est pas neutre, bien évidemment, parce qu'elle y tient. Merci. Voilà, merci. Bien. Alors, justement, puisqu'on est revenu sur les experts, pensez-vous qu'il faut sanctionner les experts qui ne publient pas leurs liens d'intérêt ou qui font de fausses déclarations ou qui font des oublis, etc. C'est à l'évidence une faute grave. Oui. Actuellement, il n'y a pas de sanction. Puisque c'est une tromperie. Il n'y a pas de sanction. Je peux vous dire que dans la communauté scientifique internationale, certainement française aussi, mais enfin internationale, c'est une règle d'or, on risque d'être banni complètement de la communauté scientifique, parce que ça s'est déjà produit, c'est toujours. Lorsqu'on a fait une déclaration trompeuse, et qu'on a signé un article qui est orienté sur un type de pratique, c'est une faute très grave. Bon, il faut que tout le monde aussi balaye devant chez soi.
quand ce sont des universitaires, c'est important aussi que la déontologie de l'université puisse s'exercer, parce qu'ils remettent en question aussi la qualité déontologique de l'université. Donc la sanction, oui, je crois qu'il faudra une sanction. Je crois que vous avez fait aussi une proposition importante sur la démocratisation au Sénat sous forme d'un amendement qui rappellerait le Sunshine Act. Ah oui. Il est quand même très important, qui est aussi une des formes de la démocratisation aux États-Unis. Si des gens sont payés, il faut que ça se sache. Et puis voilà, quoi. Hein. Oui. Bon, et quand on est payé, on est payé. Et puis quand on est payé, ça ne veut pas dire qu'on est vendu, mais enfin, c'est important que tout le monde sache par qui on est payé et pourquoi faire. Oui, absolument. Mais je pense que là, il y a un relatif consensus, je dirais. Même les laboratoires que nous avons interrogés, le LEM que nous avons interrogé, est favorable à ce que soient rendus publics les liens d'intérêt qu'il peut avoir avec les médecins, qu'il siège d'ailleurs à l'AFSAPS ou qu'il n'ait aucune fonction dans aucune agence. Hein, parce que effectivement, ces médecins aujourd'hui, on ne connaît pas leur lien d'intérêt. Hein, c'est vrai, donc il est nécessaire. Alors là, j'ai appris en allant aux États-Unis qu'on avait quand même, on est en avance sur les États-Unis puisque ils n'ont pas, il n'est pas obligatoire pour les laboratoires de publier les liens qu'ils ont avec les associations. C'est pas alors que sur ce plan, j'ai été très étonné parce que je pensais qu'on était très en retard par rapport à eux, mais non, il ne semble pas. En tout cas, je pense que c'est dans cette voie qu'il faut effectivement s'orienter. Je dirais même, et je pense que le ministre l'a dit lui-même, je pense qu'il faut aussi, je ne sais pas s'il l'a dit, mais en tout cas, je pense que les sociétés savantes doivent aussi, me semble-t-il, publier leurs liens d'intérêt parce qu'on s'est aperçu que sans les laboratoires, elles n'auraient pas d'existence. Elle pourrait pas. Et pour ça, je m'interroge. Je voyais là que l'université Descartes là, faisait un grand colloque, oui, sur la démocratie demain. Donc il n'y a pas de sponsor. Ils arrivent à faire des colloques sans l'industrie pharmaceutique. Je ne sais pas comment ils y arrivent, hein, parce que les médecins sont incapables de se rencontrer ou de faire des colloques sans l'industrie pharmaceutique. C'est ça qui est assez étonnant. Ah, écoutez, moi, j'ai rencontré beaucoup d'experts qui m'ont dit, mais si on n'avait pas l'industrie pharmaceutique, on ne pourrait pas nous rendre au congrès auquel nous devons participer. Donc il y a là effectivement un problème, une carence de l'État. Deux remarques, si vous permettez, oui, sur ce point. Je vous en prie. Le déclarer, ça change tout. Il y a beaucoup de congrès qui ne peuvent pas exister, surtout à l'échelle mondiale, sans le sponsor de l'industrie pharmaceutique. C'est pas une nouveauté. Hein. Bon, ces congrès sont de plus en plus mondiaux. Mais là aussi, c'est une déclaration d'intérêt. On sait, dans mon champ de spécialité, que l'ASCO, par exemple, qui est un grand congrès, bon, c'est un congrès, c'est un salon en fait. Hein. Le Festival de Cannes, il y a des sponsors aussi. Comme le MEDEC, par exemple. Voilà, mais il n'y a pas d'honte, c'est un salon et où on présente les nouveaux produits et éventuellement la bourse va monter ou descendre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des sessions scientifiques extrêmement puissantes et de très bon niveau. Comme au Festival de Cannes, on peut trouver des œuvres de créateurs inconnus. Donc c'est important. Mais c'est pas remboursé par la Sécurité sociale, hein, le Festival de Cannes. Hein, non, mais l'ASCO d'ailleurs c'est payé. Parce que nous n'avons aucune raison. Dis là, ça n'aurait aucun intérêt. Si vous voulez, moi, nous n'avons aucune raison de financer. Le problème, c'est qu'il y a quand même des fonds publics qui sont. Non, mais sur les fonds publics, nous n'avons aucun intérêt à financer la participation à des grands salons internationaux. D'accord, sur l'argent de la solidarité nationale. La solidarité nationale, entendez-nous bien, parce que l'argent dont disposent les laboratoires, il vient de chez nous. C'est quand même un peu l'argent public, non? Parce que si les médicaments n'étaient pas remboursés par la Sécurité sociale, je pense qu'ils n'auraient pas autant de moyens pour financer les nombreux colloques et la publicité et la promotion dirigée vers les médecins. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Ce que vous défendez, que je partage très sincèrement, donc on pourrait très bien, c'est qu'il faut qu'on soit très clair sur les liens d'intérêt. Vous avez mentionné les sociétés savantes. En fait, c'est quoi créer une société savante? C'est créer une association loi 1901. Personne ne vérifie le caractère savant de la société. D'accord? Donc on peut se proclamer société savante sans forcément qu'il y ait une règle qui soit admise, et c'est peut-être bien comme ça.
Ensuite, que les sociétés savantes sollicitent de l'argent public pour exercer sa mission savante, pourquoi pas? Organiser des colloques dans le cadre de l'université, ce n'est peut-être pas totalement interdit. Donc, dans les déclarations que vous allez demander aux firmes, sur les fonds qu'elles versent, vous aurez aussi un accès à l'argent qu'elles versent aux sociétés qui organisent des congrès, à Paris ou dans le monde. Bon. Oui, c'est toujours... Et on aura l'occasion peut-être de... Je crois que c'est important que la transparence soit faite. Donc les sociétés savantes peuvent vivre avec de l'argent public, modestement. Ça peut venir, hein, ça peut... Non, parce qu'on me dit que c'est rarement en Lituanie, mais ça peut venir, hein, c'est pas... Oui, la Lituanie, d'autant plus que... Que je sache, Paris est la première ville de congrès au monde, oui, donc oui, pour l'instant... Oui, pour les étrangers, c'est très prisé, pour les Français, bon, ça paraît un peu banal, mais... Ça paraît, mais c'est quand même pas... Oui. Non, il faut que tous ces liens soient... En ce qui concerne les fonctionnaires comme moi, ou comme les fonctionnaires de la FDA, quand ils vont à l'ASCO, ils ne s'expriment pas au nom de la FDA, ils restent à côté, ils ne sont pas invités, c'est comme ça, c'est normal. Il n'y a pas de lien d'intérêt qui puisse être, par contre, qui s'intéresse aux communications scientifiques ou à la veille qui est présentée dans ce type de colloque. Je crois que c'est un devoir quand même, hein, honnêtement. Donc il faut limiter effectivement les financements par l'industrie pharmaceutique et financer de façon beaucoup plus explicite des sociétés savantes qui prennent des règles déontologiques et n'acceptent pas d'argent de publicité. Bon, c'est un gros travail. Comme vous savez, dans l'édition scientifique, il y a un phénomène mondial qui est magnifique, qui s'appelle PLOS, Public Library of Science, d'accord, où les plus grands scientifiques du monde entier se sont associés pour faire une revue totalement indépendante du financement de l'industrie pharmaceutique. Donc ce n'est pas interdit pour les collègues qui veulent publier à un très bon niveau. Ils ne sont pas obligés de passer par des revues sponsorisées par l'industrie pharmaceutique. Donc l'éclairage, en gros, il faut que dans les revues ou dans les congrès, on sache qui fait quoi et au nom de qui on parle. Il n'y a pas de honte de dire je suis porte-parole de telle firme. Pourquoi pas, mais le tout c'est de le dire. Il ne faut pas que ça soit de la pseudo-science. C'est un honneur, hein. J'imagine, les grandes firmes, c'est plutôt une marque de qualité. Hein. Et vous connaissez Lourmarin, non vous? Oui, je connais Lourmarin, je suis de Marseille. Et vous y êtes allé quelques fois en septembre? Je suis allé une fois à Lourmarin, oui. Et vous comptez y retourner là maintenant que vous êtes directeur général de l'AFSAP? Si je vais à Lourmarin, c'est pour parler, pour essayer de porter vous pensez qu'il n'y a pas d'ambiguïté? Le débat ou la contradiction. C'est la pharmacie, c'est l'industrie pharmaceutique qui organise, il n'y a pas de problème. Mais ça ne pose pas de problème. On n'est pas obligé d'avaler la cuisine de l'industrie pharmaceutique, on peut porter une voix publique. Vous savez, il y a un deuxième colloque. Ils sont très forts, hein. Ce sont de grands professionnels. On n'a même pas... Ah, madame, je salue l'arrivée de madame la rapporteure, que j'ai essayé de suppléer tant bien que mal et qui maintenant va pouvoir enfin vous poser ces questions. Je vous en prie, madame. Monsieur le sénateur, il y a un deuxième colloque important qui s'appelle GIEN. Le colloque de GIEN. Qui suit le colloque de Lourmarin. Je ne connaissais pas. Oui, il y en a deux. C'est voilà, mieux, qui se passe dans un donc si on rate l'un, on a toujours l'autre pour se rattraper. Non, il se passe dans un VVF, il est financé par l'AFSAP, c'est par l'INSERM, et tous les chercheurs, tous les industriels aussi sont présents ensemble, ils mangent à la même cafétéria, et les choses peuvent se faire de façon très transparente. Et vous n'invitez jamais, par exemple, les industriels bien sûr, ils viennent à l'AFSAP. À des colloques, mais un colloque qui serait organisé par l'AFSAP, c'est vous qui... On invite, oui, bien sûr. Allez, Madame, Fabienne a plein d'exemples. Madame Bartoli, oui. Oui, non, juste un exemple pour vous dire qu'on prend ce genre d'initiative à Saint-Denis. Donc, nous invitons dans nos locaux. On fait très régulièrement, par exemple, une journée porte ouverte pour les PME innovantes. Et on a fait également une journée pour les académies innovantes, enfin toutes les équipes académiques justement qui font de la recherche appliquée ou de la recherche clinique dans le domaine des produits de santé. Et là, donc, nous invitons, c'est absolument gratuit. La seule limite, c'est évidemment la place disponible à Saint-Denis, qui n'est pas illimitée quant à elle. Et donc là, tout le monde vient et
On les invite et on les nourrit. On leur donne à boire. Oui, mais vous n'allez pas dans les stations balnéaires ou exotiques, contrairement au laboratoire. C'est à Saint-Denis. Hein? Non, on est soucieux de préserver les dépenses publiques. Oui. Donc, quand on invite. Oui, alors que pour les laboratoires, ce sont pas des. Effectivement, c'est des. Ils sont libres de répondre de leurs dépenses devant leurs actionnaires. Oui, oui, effectivement. Ça, c'est un handicap insurmontable. Bien. Alors, Madame la rapporteure, puisque vous êtes là, peut-être que vous pourriez en profiter pour vous exprimer. D'abord, je voudrais m'excuser. Nous avions commission des affaires sociales sur le projet de loi de bioéthique. On était enfermés depuis 14h30. J'ai cru bon, au sortir de cette réunion, de venir pour voir si la réunion était... Vous étiez au début de cette réunion, Monsieur le Président, voir si cette réunion était finie et d'abord m'excuser auprès du directeur de l'AFSAS, des fonctionnaires et de mes collègues. Mais voilà. Donc je ne sais pas quelles sont les questions qui ont été posées. Simplement, vous me dites qu'il y en a une qui n'a pas été posée, que j'aimerais bien poser. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la procédure habituelle de remontée de traitement de l'information entre l'agence chargée du médicament et le gouvernement sur les effets indésirables d'un médicament ? C'est-à-dire, la Direction Générale de la Santé... Parce que un certain nombre de ministres auditionnés ont dit, ont affirmé ne pas avoir été informés sur le Mediator. Et moi, on voudrait connaître la procédure, oui, de remontée du traitement de l'information entre l'agence et le gouvernement, quand, quelque part, vous avez une indication, une suspicion d'effets indésirables de médicaments. Alors déjà, pour commencer, si vous voulez, la Direction Générale de la Santé est présente dans toutes les commissions, donc la Commission nationale de pharmacovigilance, par exemple, la Commission d'autorisation de mise sur le marché, la Commission de publicité. Donc, de ce fait, si vous voulez, le représentant de la Direction Générale de la Santé donc, doit signaler, et en tout cas est là pour entendre et faire entendre éventuellement sa voix dans ces différentes instances. Oui. Et par ailleurs, lorsqu'il y a un doute sur des indications, eh bien, l'agence a été créée pour prendre des décisions au nom de l'État. Et donc, dans ce cas, il y a des informations, si vous voulez, qui sont données légèrement en amont sur les tenants, les aboutissants des décisions sensibles que l'agence doit prendre. Mais effectivement, elle est tenue, de par ses missions inscrites dans la loi, de prendre ces décisions au nom de l'État. Voilà pour les travaux de la mission d'information sur le Mediator. Hier, le Sénat a adopté en seconde lecture une proposition de loi sur le prix du livre numérique. Ce texte, co-rédigé par Jacques Legendre, président de la Commission de la Culture ici au Sénat, et Catherine Dumas, sénatrice UMP de Paris, prévoit que les éditeurs fixent un prix unique de vente au public pour le livre numérique, comme c'est déjà le cas pour le livre papier depuis la loi Lang de 1981. C'est donc une partie de la discussion de ce texte que je vous propose de voir tout de suite. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale relative au prix du livre numérique. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur le ministre. Monsieur le Président de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, cher Jacques Legendre, Madame le rapporteur, chère Colette Mélot, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Nous célébrerons en cette année 2011 les 30 ans de la loi du 10 août 1981 relative au prix unique du livre numérique. Cette loi, dont le célèbre éditeur Jérôme Lindon, l'un de ses premiers et courageux défenseurs, souligna à si juste titre qu'elle n'était pas tant une question juridique ou économique qu'une affaire de civilisation. Nous savons à quel point cette régulation a contribué à préserver la diversité culturelle et la créativité éditoriale, tout en accompagnant la croissance quasi continue du marché du livre français depuis 30 ans. Nous savons le rôle joué par cette loi pour permettre à tous les réseaux de vente au détail de coexister, en premier lieu les 3500 libraires
librairies indépendantes. Nous savons aussi que le prix fixe du livre, je crois utile de le rappeler dans le contexte actuel, est favorable aux consommateurs que je préfère pour ma part de loin appeler le lecteur. Disposer d'une offre riche et variée et non d'un choix standardisé, réduit à quelques best-sellers, quelle que soit leur qualité, voilà l'intérêt du lecteur. Et ce d'autant que la loi Lang du 10 août 1981, loi fondatrice pour la régulation des industries culturelles, qui a inspiré près de la moitié des pays de l'Union européenne, n'a pas eu d'effet inflationniste et qu'elle s'est révélée en fait compatible avec une large gamme de tarifs. Ainsi, le prix d'un livre de poche est-il en moyenne de 6 €. Notre responsabilité collective est à présent de faire vivre cette loi de civilisation à l'heure numérique. Je tiens par conséquent à saluer l'attention soutenue que la représentation nationale, notamment au sein de cette haute assemblée, porte à un tel enjeu. La proposition de loi sur le prix unique du livre numérique, dont Madame la sénatrice Catherine Dumas et Monsieur le Président Legendre ont eu l'initiative, nous fournit l'occasion de définir le cadre de régulation indispensable pour accompagner la chaîne du livre dans un processus de transformation sans précédent depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg il y a 5 siècles. J'ai effectué au début du mois un déplacement aux États-Unis riche de bien des enseignements sur la formidable transformation dans laquelle nous sommes d'ores et déjà engagés. J'en retiens notamment les effets dévastateurs d'une concurrence sauvage sur le marché du livre numérique, illustrés à l'occasion de la guerre des prix exacerbée que se sont livrés les principaux réseaux de vente de livres numériques aux États-Unis en 2009-2010. Cette dernière a conduit certains opérateurs à pratiquer de considérables rabais, voire des ventes à perte, dumping sur les meilleures ventes, au détriment des équilibres de l'ensemble de la chaîne du livre. Mais l'effort de régulation, de structuration du marché entrepris récemment aux États-Unis mérite aussi d'être souligné. Comme vous le savez, depuis 2010, les plus grands éditeurs américains ont obtenu le passage au système du contrat d'agence, où l'éditeur contrôle son prix, avec l'appui notable de Google et d'Apple. Contrairement aux prédictions alarmistes, ce changement de modèle économique n'a entraîné aucun fléchissement du marché, qui, bien au contraire, a continué sa croissance soutenue. Il est clair dans ce contexte que l'objectif consistant à préserver la diversité éditoriale, en prenant appui sur un riche réseau de détaillants, reste pleinement d'actualité à l'heure numérique. S'il est normal que l'arrivée du numérique s'accompagne de transfert de valeur à l'avantage d'acteurs nouveaux, nous devons veiller à ce que cette transformation n'aboutisse pas à une baisse globale de la valeur produite, comme ce fut le cas pour la musique. Il convient d'éviter que des acteurs en position de force n'imposent des conditions défavorables à toute la chaîne du livre. Il convient aussi de défendre, à l'heure numérique, le rôle essentiel de médiateur culturel joué par les libraires, pour qui le livre ne se réduit pas à un produit d'appel. Dans ces conditions, une régulation est plus que jamais nécessaire. Il nous faut naturellement l'adapter à la réalité de ce nouveau marché, notamment en la ciblant sur le livre homothétique, lequel devrait représenter l'essentiel du marché du livre numérique dans les 4 ou 5 prochaines années. Mais son intervention à un stade précoce est la meilleure garantie que le développement du marché s'effectue dans des conditions harmonieuses, sans captation de la valeur par des acteurs dominants. J'ajoute qu'il est tout à fait normal et même tout à fait souhaitable que les éditeurs soient en mesure de contrôler la valeur du livre, quel que soit le lieu d'implantation du diffuseur. Afin d'assurer la cohérence du dispositif proposé, en évitant les risques de contournement, ce principe doit s'appliquer à l'ensemble des ventes de livres numériques effectuées en France. Je rejoins donc entièrement l'objectif que les distributeurs établis en France puissent jouer à armes égales avec ceux établis hors de nos frontières. Il serait en effet paradoxal
que certaines plateformes de distribution de livres numériques échappent à une régulation de cette nature lorsqu'elles s'adressent à des lecteurs français. Il est parfaitement normal, cependant, qu'il y ait un débat, y compris entre les deux chambres, sur la meilleure stratégie à retenir pour atteindre cet objectif partagé par l'ensemble de la filière. Nous savons que le contrat de mandat a pour effet de restreindre l'autonomie du détaillant et donc le rôle de médiation culturelle des libraires. Malgré cet inconvénient, ce modèle a fait ses preuves, aux États-Unis notamment à l'égard des grands opérateurs de l'Internet. Par ailleurs, comme vous le savez, ce sujet est suivi avec une grande attention par la Commission européenne, qui a rendu 2 avis très réservés sur la proposition de loi française. Nous devons donc avoir conscience des interrogations sérieuses que l'approche développée ici peut soulever du côté de la Commission européenne. C'est la raison pour laquelle le gouvernement entend poursuivre le dialogue entamé depuis plusieurs mois déjà avec les institutions européennes. Attentif aux remarques et aux interrogations légitimes de la Commission européenne, le gouvernement fera valoir en particulier, par une analyse juridique et microéconomique très rigoureuse, que la loi sur le prix unique du livre numérique répond à un enjeu crucial de diversité culturelle. La préservation de la diversité culturelle, consacrée par la Convention de l'UNESCO, mais aussi par les traités et la jurisprudence européenne, est un principe cardinal auquel il nous faut donner toute sa portée à l'heure du numérique. À l'image du Conseil culture informel où je me suis rendu ce lundi en Hongrie, je défendrai donc avec force l'idée que dans l'univers physique comme sur Internet, le livre demeure un objet culturel singulier, irréductible à sa seule dimension commerciale. Sans me prononcer sur le fond de la procédure d'enquête récemment engagée par la Commission, je ne manquerai pas, dans le cadre de ce dialogue, de souligner, à tout le moins, mon étonnement devant la disproportion des moyens employés, alors que le marché du livre numérique est tout juste naissant. Cette initiative a pu être perçue comme une manifestation d'hostilité sans précédent à l'égard d'acteurs majeurs du monde culturel. Je comprends ce sentiment. Éditer la Pléiade, Milan Kundera, Umberto Eco ou Günter Grass, ce n'est pas comme vendre des voitures trafiquées. N'oublions pas que le socle de la civilisation européenne, c'est sa capacité de marier l'écrit au génie de la diversité. Je n'accepte donc pas l'idée que les grands supermarchés numériques, étrangers à toute préoccupation de diversité éditoriale et de rémunération de la création, soient le seul visage du marché intérieur culturel. Dans ce soi-disant paradis du consommateur, qui découvrira, qui fera partager les Julien Gracq de demain, qui resta toute sa vie fidèle à un éditeur modeste qui se trouvait tout près d'ici, au Luxembourg, José Corti. N'oublions pas que les découvertes sont le plus souvent le fait de libraires indépendants, les grands et d'éditeurs indépendants, les grands réseaux, y compris numériques, ne faisant qu'amplifier le mouvement une fois qu'il a été lancé. Au marché dérégulé qui, au nom d'une vision très abstraite de l'intérêt du consommateur, fait le jeu de certains acteurs à prétentions hégémoniques pour lesquels le livre n'est qu'un produit d'appel, l'Europe se doit de préférer le développement équilibré de l'écosystème des industries créatives et le soutien à la compétitivité des acteurs industriels européens, ce qui passe aussi, et d'ailleurs je m'y emploie fortement, par une TVA à taux réduit pour le livre numérique. Mesdames et Messieurs les sénateurs, la proposition de loi examinée ce soir ne créera pas les conditions d'une économie de rente pour certains acteurs, mais celle du développement d'une offre légale, abondante, attractive pour le lecteur, tout en préservant une assiette stable de rémunération pour les ayants droit, en particulier les auteurs, qui doivent pleinement bénéficier de cette nouvelle frontière du monde de l'édition. Je regrette donc que les discussions entreprises depuis plusieurs mois entre auteurs et éditeurs aient été interrompues à l'orée du Salon du Livre, alors que d'importantes avancées paraissaient à portée de main.
Il n'est pas interdit de se demander à cet égard si la loi ne devrait pas sanctionner très vite les résultats les plus solides de ces discussions. Je pense aux avancées les plus susceptibles d'enrichir notre code de la propriété intellectuelle, lequel, s'il mérite d'être adapté au monde numérique, ne peut l'être qu'après une instruction rigoureuse par les pouvoirs publics. Dans tous les cas, j'invite les parties à reprendre leurs discussions et leurs négociations le plus rapidement possible. Bien entendu, cette proposition de loi trouve sa place, une place éminente, dans la stratégie globale sur le livre numérique mise en œuvre par le gouvernement et dont vous connaissez les grands axes. Quand on proclama que la bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant. Tous les hommes se sentirent maîtres d'un trésor intact et secret. Oh, certes, nous sommes encore loin de l'utopie babélienne explorée par Jorge Luis Borges. Vous le savez cependant, la France est le seul pays d'Europe à avoir mis en place un système de financement ambitieux de numérisation des livres, d'un montant de 10 millions d'euros par an, qui a permis de numériser d'une part les fonds patrimoniaux de la Bibliothèque nationale de France. Plus d'1,2 million de documents sont à ce jour disponibles dans Gallica. D'autre part, les catalogues papier vivant des éditeurs, soit à ce jour un total de 600 000 titres. J'ai également eu le plaisir de signer il y a quelques semaines avec René Ricol, commissaire général à l'investissement, et les professionnels concernés, un accord-cadre de portée historique qui permettra la numérisation de 500 000 livres du XXe siècle indisponibles dans les librairies, compte tenu notamment de la difficulté de réactualiser les contrats de manière simple pour les éditeurs. Alors que la justice américaine vient de rejeter le projet d'accord entre Google et les auteurs et éditeurs de ce pays concernant l'exploitation de plusieurs millions d'œuvres protégées, la stratégie ainsi mise en œuvre en France par le ministère et les professionnels français du livre pour favoriser la diffusion des œuvres dans l'univers numérique tout en respectant le droit d'auteur se trouve de ce fait pleinement confortée. Outre l'action en faveur de la lecture en lien avec les bibliothèques et les médiathèques de nos territoires, à travers les 14 propositions de mon plan lecture et le soutien à près de 500 libraires indépendants à travers le label Libraire indépendant de référence, j'ai placé également l'adaptation de la librairie traditionnelle au numérique au cœur de mes priorités. Je m'attache ainsi à soutenir, via le Centre national du livre, le projet 1001librairies.com qui entend fédérer sur Internet l'offre du plus grand nombre de libraires. Mesdames et messieurs les sénateurs, à l'heure du capitalisme cognitif en quelque sorte et des formidables transformations liées au numérique, l'adaptation de l'écosystème du livre doit être accompagnée par les pouvoirs publics à travers une régulation efficace, proportionnée, garante de la diversité culturelle. La proposition de loi examinée ce soir, cette loi du développement durable du livre numérique, répond à cette exigence. Elle recueille donc évidemment mon plein soutien. Transposant à l'univers numérique, moyennant les adaptations nécessaires, les principes vertueux de la loi Langue, ce texte constitue une contribution essentielle à la construction civilisée du marché du livre numérique que tous nous appelons de nos vœux. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Colette Mélot, rapporteure de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Ma chère collègue, nous vous écoutons. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la navette législative se poursuit donc sur cette importante proposition de loi qu'avait déposée notre Président Jacques Legendre et notre collègue Catherine Dumas. Je vous rappelle qu'il s'agit d'accompagner la mutation du secteur du livre caractérisé par l'émergence du livre numérique.
En effet, l'ensemble des filières culturelles sont désormais concernées par ces véritables révolutions des modes de création, de diffusion et de consommation, même si le terme n'est pas très approprié, des biens culturels avec Internet et avec le développement du processus de dématérialisation qu'il entraîne. Voici quelques jours, pour son 30e anniversaire, le Salon du Livre a réuni à Paris 180 000 visiteurs en 4 jours. Le succès de cette grande opportunité annuelle d'échange entre les professionnels et le grand public ne se dément pas, preuve de la vitalité de ce secteur culturel. Parallèlement, le Salon permet de débattre des évolutions en cours. Ainsi, pour la 4e année consécutive, le Salon du Livre a présenté un espace consacré à l'édition numérique et à la lecture sur support mobile, ses organisateurs affirmant que, désormais, la question n'est plus de savoir si le livre sera ou non numérique, mais bel et bien d'en saisir concrètement toutes les opportunités et les enjeux. C'est parce que les parlementaires en sont bien conscients qu'ils souhaitent adopter une régulation adaptée de ce nouveau marché. Il s'agit d'encourager le développement de l'offre légale de livres numériques, d'accompagner et d'encadrer sa montée en puissance, tout en favorisant l'atteinte des objectifs suivants. D'une part, promouvoir la diversité culturelle et linguistique, notamment en application de la Convention de l'UNESCO, ce qui suppose le maintien de la richesse de l'offre éditoriale et de sa mise en valeur à l'égard des lecteurs. D'autre part, respecter une concurrence loyale, non susceptible de conduire à une concentration excessive du marché de la librairie numérique. À cette fin, les libraires physiques, qui contribuent au maillage culturel de notre territoire, doivent pouvoir aussi exister dans des conditions viables sur ce nouveau marché. Et je citerai bien entendu l'objectif relatif au respect du droit d'auteur. La propriété intellectuelle devant demeurer la clé de voûte de l'édition, les éditeurs doivent conserver un rôle central dans la détermination des prix, comme le prévoit le texte qui applique ce principe aux livres numériques dits homothétiques. Nous savons tous que d'autres types d'œuvres numériques fleuriront, mais les règles de concurrence ne semblent pas permettre à ce stade de les viser. Je vous rappelle qu'après notre adoption du texte en première lecture le 26 octobre 2010, l'Assemblée nationale l'a examiné le 15 février dernier. Elle a adopté des modifications de portée rédactionnelle à l'article 1er, qui définit le livre numérique et le champ d'application de la loi, et à l'article 5, qui régit les relations commerciales entre éditeurs et détaillants. Elle a adopté conforme les articles 4, relatifs aux ventes à prime, 6 sur les sanctions et 8 qui prévoient les modalités d'application du texte outre-mer. À l'article 2, relatif au principe de fixation des prix de vente par l'éditeur, en premier lieu, elle est revenue à la rédaction initiale du premier alinéa, c'est-à-dire à l'application du texte aux seuls éditeurs établis en France. J'y reviendrai tout à l'heure. En second lieu, elle a introduit un dispositif consensuel qui n'avait pas pu être trouvé avec les professionnels à l'occasion de notre première lecture, afin d'instituer une exception au principe de la fixation du prix de vente par l'éditeur, applicable aux seuls livres numériques intégrés dans des offres composites spécifiques destinées à un usage collectif et dans un but de recherche ou d'enseignement supérieur. Notre commission a adopté cette disposition qui concerne notamment les éditeurs scientifiques. À l'article 3, qui impose aux libraires de respecter le prix de vente fixé par l'éditeur, les députés sont revenus au texte de la proposition initiale en ne visant que les libraires établis en France, alors qu'à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Leleux, nous avions à l'unanimité décidé que la pleine efficacité du dispositif supposait son application à l'ensemble des libraires exerçant sur leur activité sur le territoire national. Par ailleurs, nos collègues députés ont complété l'article 7 qui prévoit un rapport annuel au Parlement en prévoyant un comité de suivi et un développement spécifique du dit rapport sur le droit d'auteur.
Il s'agit là d'une faible contrepartie à leur suppression de l'article 5 bis, article que nous avions adopté à l'unanimité, à l'initiative de notre collègue David Assouline, en vue de garantir une rémunération des auteurs tenant compte de l'économie résultant du recours à l'édition numérique. Enfin, l'Assemblée nationale a introduit un article 9. En adoptant 2 amendements identiques de son rapporteur, M. Hervé Guémard, et du groupe socialiste. Il s'agit d'une validation législative en faveur du mécénat culturel. Cette disposition concerne un permis de construire dans l'enceinte du jardin d'acclimatation à Paris, afin de permettre la poursuite de la construction du musée d'art contemporain édifié par une fondation d'entreprise. En effet, le motif d'annulation de ce permis de construire tient exclusivement à ce qu'une simple allée intérieure du jardin a été, bien que n'étant ni routière ni circulante, considérée comme une voie, ce qu'elle n'a pas au sens des règlements d'urbanisme. Enfin, je précise que, outre son caractère d'intérêt général, cet article est conforme aux exigences posées par le Conseil constitutionnel en matière de validation législative. Depuis notre premier examen du texte, 2 événements sont intervenus. Les avis circonstanciés de la Commission européenne suite aux notifications par le gouvernement de la proposition de loi initiale, puis du texte voté par le Sénat. Et l'opération conduite chez certains éditeurs par les autorités européennes et françaises de la concurrence pour vérifier que leurs pratiques ne sont pas susceptibles de relever d'une entente. Cette démarche illustre la brutalité des rapports de force en présence sur le marché des œuvres culturelles numériques, en particulier au sein de l'oligopole américain constitué d'Amazon, d'Apple et Google, avec des méthodes trop souvent prédatrices. La Commission européenne a émis des réserves dans ces 2 avis, donc sur les 2 textes évoqués. Elle conclut de ces analyses que la proposition de loi pourrait restreindre la liberté d'établissement et la libre prestation de services et être également incompatible avec certaines dispositions de la directive Services et de la directive e-commerce. Elle ajoute que dans la mesure où un objectif de diversité culturelle pourrait justifier l'une des restrictions de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services potentiellement imposées par la proposition de loi, ces restrictions ne semblent pas appropriées pour atteindre des objectifs de diversité culturelle et ne sont pas proportionnelles à ces objectifs. Nous avons cependant relevé que la Commission européenne n'avait pas fermé la porte. Elle a émis des réserves, certes fortes, mais a aussi posé au gouvernement français une série de questions, certaines d'ordre général, d'autres relatives aux droits de la concurrence, qui devraient permettre de les lever. Ceci suppose un volontarisme politique fort, à la fois du Parlement et du gouvernement, ainsi qu'une présentation complète et claire des objectifs du texte, ainsi que l'apport des preuves et éclaircissements attendus par la Commission sur les différents points relevés, en particulier pour justifier le respect des principes de l'adéquation, c'est-à-dire de la nécessité, et de la proportionnalité entre les objectifs de la proposition de loi et les moyens choisis pour les atteindre. Les points de divergence avec nos collègues députés recouvrent 2 questions. En premier lieu, celle de l'adoption ou non d'une clause d'extraterritorialité concernant les éditeurs de livres numériques, d'une part, à l'article 2, et les libraires, d'autre part, à l'article 3. À cet égard, notre commission a rétabli les dispositions votées par le Sénat à l'unanimité en première lecture sur la proposition de notre collègue Jean-Pierre Leleux. La seconde question concerne le droit d'auteur, en raison de la suppression par l'Assemblée nationale de l'article 5 bis que nous avions introduit sur la proposition de notre collègue David Assouline. Notre commission a également rétabli cet article afin de mieux encadrer les négociations entre éditeurs et auteurs, ces derniers étant souvent dans un rapport de force défavorable pour obtenir une rémunération équitable en cas d'exploitation numérique de leur œuvre. Le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition
ont engagé des négociations interprofessionnelles depuis quelques mois. Si l'on peut se féliciter de certaines avancées, il semble en revanche qu'ils ne soient pas parvenus à un accord sur des sujets majeurs tels que la durée du contrat et les conditions de rémunération. Un cadrage par le législateur reste donc d'actualité. Je vous propose de suivre notre commission qui a travaillé dans un esprit très constructif au service de l'efficacité et du pragmatisme. J'en remercie tous mes collègues et en particulier notre président Jacques Legendre, que ce sujet passionne également. Comme nous l'avons encore constaté à l'occasion de la table ronde que nous avons organisée le 9 mars dernier avec différents acteurs de la filière, ce texte est très attendu par les professionnels. Il s'inscrit dans un ensemble de réflexions et en quelque sorte de combat en faveur de l'écrit et de sa diffusion, les technologies numériques devant se développer dans des conditions telles qu'elles représentent une opportunité plutôt qu'une menace pour les acteurs et pour la diversité culturelle, et donc aussi pour les lecteurs. Je pense en particulier à l'alignement de la TVA applicable aux livres numériques sur celle du livre papier, mais aussi aux œuvres orphelines, ou encore au débat plus général sur l'harmonisation des niveaux d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union européenne. Notre mobilisation en faveur du secteur du livre ne faiblira donc pas dans les mois à venir. Et je suis convaincue, Monsieur le Ministre, que le gouvernement aura également à cœur de sensibiliser tant les institutions européennes que les autres États membres sur la nécessité d'appréhender au mieux les intérêts de l'Europe dans ces domaines. Je vous remercie de votre attention. Merci, mes chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à David Assouline pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission de la Culture, Madame le rapporteur, mes chers collègues, oui, la diffusion du livre connaît depuis quelques années une mutation commerciale dont les conséquences sont loin d'être neutres sur le plan culturel. La vente du livre a vu apparaître et se développer peu à peu de nouvelles formes de distribution, lesquelles ont engendré une concurrence très vive qui a porté parfois atteinte à tout un ensemble d'ouvrages de grande valeur. C'est une citation que je viens de faire. On pourrait dire qu'on vient de la prononcer. Et c'était les mots mêmes du ministre Jack Lang pour promouvoir et faire adopter la loi sur le prix unique du livre, qui est aujourd'hui incontestée, saluée. Le ministre l'a encore fait tout à l'heure, et qui a montré son succès par la pratique quand on en parle une trentaine d'années après. Quand on sait, on peut citer l'affluence au Salon du Livre, mais le fait qu'aujourd'hui, c'est 5 milliards d'euros de vente, le marché du livre est loin d'être anecdotique. Il a fallu donc, à un moment donné, légiférer. Or, avec la révolution numérique, il y avait une espèce de trou législatif dans lequel pouvait s'engouffrer avec le développement plus grand de ce qui reste encore assez épiphénoménal, puisque c'est 1%, mais 1% c'est déjà pas mal, ça veut dire que ça existe. Et quand on voit les évolutions, notamment aux États-Unis, c'est déjà 10% du marché, eh bien, ce n'était pas possible pour défendre le principe du livre, du prix unique, de ne pas faire une adaptation de cette fameuse loi de 81 à la nouvelle donne pour qu'il s'applique au livre numérique. Ça ne veut pas dire que la chose est si simple. On adapte et tout va en mettant à la place du livre papier, on met numérique et tout peut se faire de la même façon qu'avant. Et c'est pour cela que nous avons des débats, que nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont l'Assemblée nationale appréhende les choses, parce que quand il s'agit du numérique, nous le savons, il n'y a plus de frontières. Et donc il faut bien et tenir compte de cette donne
ne pas nous replier, mais en même temps défendre la culture qui n'est pas une marchandise comme les autres. Vous avez fait une citation qui s'apparente à celle-là, et il nous faut donc à nouveau légiférer. Je trouve particulièrement important qu'en la matière, il y ait du consensus politique. Sur cette question, il y a un consensus politique, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui va donner de la force à ce que nous faisons. Là où il y a plus de consensus, et paradoxalement, pas entre la droite et la gauche, mais entre l'ensemble des familles politiques du Sénat et, là, excusez-moi, je suis obligé de dire les choses, mais pas l'ensemble de l'Assemblée nationale, mais seulement l'UMP, je ne comprends pas pourquoi, qui a une interprétation sur deux questions, les auteurs et sur la question de l'extraterritorialité, différentes de la nôtre. Non pas qu'ils ne voient pas le problème, mais ils ne veulent pas, ou ils pensent que c'est dangereux d'y répondre de la façon dont nous avons, nous, décidé. Alors, nos collègues députés sont revenus en effet sur deux propositions que nous considérons d'un commun accord avec la majorité comme essentielles, au risque d'initier une relation conflictuelle avec l'Assemblée. Nous estimons nécessaire de les réinscrire dans le projet de loi parce que ces deux points constituent une réelle avancée et que leur suppression réduirait la portée novatrice de ce texte et son importance. Il est rare que les dispositions soient aussi consensuelles ici, et je me permets de les rappeler. Ça a été fait de façon excellente par Madame le rapporteur. Les députés ont refusé que les dispositions du présent texte puissent s'appliquer aux plateformes de distribution du livre numérique situées en dehors du territoire national. En clair, ni Amazon ni Apple ne seraient concernés par ces mesures que nous prenons ensemble, alors qu'ils constituent, sur le plan mondial, les plus gros fournisseurs de ce type de contenu. Autant dire que si cette disposition devait uniquement viser les entreprises françaises, c'est les dispositions qu'on va mettre en place, nous ne ciblerons qu'une infime partie du secteur, la loi en deviendrait caduque dans son principe, et même la loi en deviendrait dangereuse, parce que les entreprises françaises auraient des contraintes que les autres n'auraient pas. À la rigueur, mais je ne veux pas ça, il faudrait même ne pas légiférer pour qu'elles puissent, elles, s'adapter et avoir les mêmes armes que les entreprises étrangères. Alors, si on légifère, il faut absolument donner une réponse à cette question, ou sinon, on peut, en voulant bien faire, avoir même dégradé et empiré la situation. Je suis pour le moins surpris sur le type d'argument selon lesquels les directives s'opposeraient à une telle extension parce qu'elles constitueraient une tentative pour miner la libre concurrence et créer des entraves protectionnistes. D'une part, le prix unique du livre a fait l'objet d'attaques par le passé. Je vous le rappelle, le prix unique du livre, ce n'était pas le prix du livre numérique. Par le passé, d'attaques des libéraux de tout poil qui estimaient précisément qu'il constituait un obstacle à la libre concurrence et était de ce fait contraire aux directives européennes. Déjà. Donc on nous ressort le même argument, mais sur le livre numérique. On sait que la Cour de justice des communautés européennes leur a donné tort sur le fondement du droit à une politique culturelle, soucieuse, j'ai fait une contraction, culturelle, soucieuse de maintenir la création. Si le prix unique du livre, appliqué sur les territoires français à l'ensemble des éditeurs de la planète, est donc conforme au texte européen en vigueur, je voudrais bien savoir en quoi son extension au livre numérique pourrait représenter une attaque contre les directives instituant le marché européen. On n'a pas de réponse à cela. La proposition des députés contribuera à créer deux types d'entreprises. D'une part, les entreprises nationales qui seront soumises à un prix unique du livre numérique, les entreprises étrangères qui pourront agir comme bon leur semblera. En d'autres termes, nos collègues permettent, par leur texte, justement l'existence d'une distorsion de concurrence entre entreprises,
puisqu'elles ne sont pas soumises aux mêmes règles, paradoxalement, là est bien la réelle attaque au principe de concurrence libre et non faussée, pourtant défendu par l'Union européenne. Et je n'en suis pas le plus ardent défenseur. Mais en suivant cette logique, c'est exactement ce qui se passerait. La concurrence serait complètement faussée. Alors, Amazon, en plus, est assez bien mal placé pour donner des leçons de concurrence à qui que ce soit. Bien loin d'être un acteur d'un marché ouvert, la plateforme anglaise constitue au contraire le paragon de circuits fermés où les différentes activités sont concentrées au sein d'un même groupe au détriment de la diversité de l'offre et du maintien des différents métiers de l'édition. Ainsi, le groupe possède sa tablette de lecture numérique, le fameux Kindle. De fait, tout utilisateur vous le confirmera, les fichiers Amazon ne peuvent être lus que sur PC et grâce à un logiciel Amazon ou depuis peu de temps sur iPhone. En d'autres termes, Amazon verrouille son marché et il va maintenant nous dire que nous, on n'est pas pour la libre concurrence. Donc, je le dis, à vouloir trop défendre ce principe de libre concurrence, les députés n'ont pas vu qu'au contraire, ils installent une situation ubuesque où cette concurrence est précisément mise à mal. Le président de la FNAC, Alexandre Bompard, ne s'y est pas trompé, qui a estimé qu'une loi visant uniquement les entreprises nationales entraînerait immanquablement leur disparition, puisqu'elle ne pourrait faire face efficacement aux offres des compagnies étrangères, déjà en position dominante sur le marché, affaiblir nos entreprises et renforcer la concurrence déloyale. Voilà simplement le résultat annoncé d'une mesure que peut-être n'ont pas bien vu les députés, et je salue le fait que Madame le rapporteur maintient, que nous maintenons, et que nous rentrons à nouveau en dialogue avec l'Assemblée pour pouvoir et espérer les convaincre s'ils veulent bien considérer que le Sénat peut des fois avoir raison avant eux. Je veux ensuite, et c'est dommage parce que j'ai plus de temps, mais quand même l'évoquer, la question des auteurs. C'est un amendement, oui, que j'ai proposé. Je suis très heureux qu'il a été non seulement repris, mais qu'il est bien défendu ici, puisqu'il est remis dans le texte. Je voudrais dire quand même qu'il est absolument incompréhensible de la part des éditeurs qu'ils puissent nous dire qu'un article qui dise que quand il y aura économie de coûts et donc une plus grande manne globale pour l'ensemble de la chaîne de l'édition, que les auteurs puissent bénéficier d'une rémunération juste et équitable. J'ai trop entendu dans cet hémicycle défendre une loi pourtant que je combattais, la loi Hadopi, au nom de la défense des auteurs et de la création, pour qu'aujourd'hui on vienne me dire que les auteurs, il ne faut même pas en parler dans une loi, et que finalement ce n'est pas le sujet. Je peux vous faire la démonstration et je le ferai tout à l'heure dans la discussion sur les amendements, puisque j'ai plus de temps. Mais il est évident que là où le marché a pris, États-Unis, Canada, Japon, les économies de coûts sont très importantes. Il faut que les auteurs, sans remettre en cause le cadre contractuel, personnel qu'ils ont avec l'éditeur, puissent s'appuyer sur un socle qui dit seulement une chose bête, leur rémunération doit être juste et équitable. Et ce n'est pas renvoyer cette question à un rapport comme on fait quand on veut balayer la question, comme l'a fait l'Assemblée nationale, qui pouvait nous rassurer. Je suis heureux que dans cette loi telle qu'elle nous est proposée à nouveau au Sénat par Madame le rapporteur et par notre commission, eh bien, nous puissions non seulement voter pour, mais être ensemble pour mener ce combat de conviction vers nos collègues de l'Assemblée nationale. Merci, mon cher collègue. La parole est à Françoise Laborde pour le groupe RDSE. Salut Françoise. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'arrivée du numérique bouscule l'économie du livre. La numérisation massive pose non seulement la question de la protection de l'ensemble
d'auteur, mais aussi celle de la protection de l'ensemble des acteurs traditionnels de la chaîne du livre potentiellement en danger. Bien que le marché du livre numérique soit encore balbutiant, nous assistons déjà à une mutation commerciale sans précédent dont les conséquences sont loin d'être neutres sur le plan culturel et dont les effets vont être exponentiels dans les mois et les années à venir. La proposition de loi sur le prix du livre numérique que nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture répond à l'objectif primordial de la préservation de la diversité culturelle en proposant une régulation du secteur. Néanmoins, il est important de fixer un cadre légal qui soit suffisamment souple pour accompagner l'évolution technologique. C'est la meilleure solution pour éviter d'être prise au dépourvu par la vague du numérique. L'article 7 du texte fixe une clause de revoyure, rendez-vous législatif annuel permettant d'observer l'évolution des pratiques du marché et d'étudier son impact sur l'ensemble de la filière. Ainsi, nous pourrons nous adapter au fur et à mesure à ce nouveau mode de consommation de la culture qui nous semble encore très virtuel. Certaines dispositions adoptées par l'Assemblée nationale introduisent de la souplesse en permettant de tenir compte des spécificités des offres proposées à des fins d'usage collectif ou professionnel grâce à l'instauration d'un cadre de négociation des prix appropriés à ces usages. Cela concerne notamment les établissements publics de diffusion du savoir et de la connaissance, comme les bibliothèques universitaires et de recherche. C'est une excellente disposition. Je me réjouis par ailleurs que la Commission de la culture du Sénat ait réintroduit l'obligation de fixer un prix de vente pour les éditeurs établis hors de France et commercialisant leurs livres sur le territoire français. L'Assemblée nationale était revenue en première lecture sur cette disposition introduite au Sénat. De façon tout à fait consensuelle, nous avons décidé en commission de la rétablir et c'est une excellente nouvelle. Comment imaginer ne pas aborder dans ce contexte l'extraterritorialité ou encore la reconnaissance d'une rémunération équitable pour les auteurs? Ces deux problèmes sont majeurs. L'un comme l'autre avait été écarté par nos collègues députés de la majorité. Espérons que notre persévérance unanime l'emportera et que ces dispositions survivront à la navette législative. Enfin, je tiens à remercier le président Jacques Legendre ainsi que notre collègue Catherine Dumas pour leur initiative. La proposition de loi que nous allons adopter est le fruit attendu de longues réflexions et concertations. Face à la montée en puissance du livre numérique, passé de 0,1% du chiffre d'affaires du marché du livre en 2008 à 1,5% aujourd'hui, il fallait réagir vite pour préserver l'équilibre déjà fragile de ce secteur. Depuis la première lecture du texte au Sénat, nous avons eu l'occasion, le 22 novembre dernier, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2011, de favoriser l'émergence de ce marché en adoptant un amendement en faveur de la baisse de la TVA sur le livre numérique, passant de 19,6% à 5,5% comme pour les livres papier. Au nom de la défense d'une certaine exception française en matière culturelle, le gouvernement a fini par se rallier à cette proposition. Prévue au 1er janvier 2012, l'extension du taux réduit dépendra des négociations européennes. L'objectif est donc de convaincre l'Europe, qui pour l'instant exclut toujours les services fournis par voie électronique du bénéfice de la TVA minorée, avec l'espoir de réussir à généraliser une TVA réduite sur l'ensemble des services culturels en ligne, de la vidéo à la musique en passant par la presse. Monsieur le ministre, nous espérons beaucoup des négociations entre la Commission européenne, les États membres et monsieur Jacques Toubon, nommé ambassadeur itinérant sur ce sujet. Le débat sur la dématérialisation du livre et de la culture doit nécessairement avoir lieu à l'échelle internationale, car en matière d'échanges immatériels, les frontières physiques ne sont plus pertinentes. D'ailleurs, en la matière, force est de constater que le livre numérique constitue une opportunité formidable pour la démocratisation de l'accès à la culture et à la lecture. Il est donc fondamental de se servir dès maintenant de cette question. C'est la raison pour laquelle une grande majorité des membres du groupe RDSE votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Dans la suite de la discussion générale,
La parole est à notre collègue Jacques Ralite pour le groupe CRCE-SPG. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi a un objectif fondamental pour l'avenir de la filière du livre numérique. Transposer, pour partie, les dispositions vertueuses de la loi Lang de 1981 portant prix unique pour le livre. Comme pour le livre papier, il s'agit d'empêcher que le marché du livre numérique soit accaparé par de grands groupes financiers mondiaux qui, bradant les livres comme une marchandise ordinaire, auraient raison d'acteurs moins importants et plus modestes, jouant un rôle essentiel dans la diversité et la qualité de l'offre éditoriale française et de sa diffusion. Afin que Google, Amazon ou Apple ne règnent en maître sur l'offre éditoriale numérique française, il est indispensable d'instaurer un prix unique du livre fixé par l'éditeur pour ce nouveau support. Le livre reste davantage défini par son contenu que par son support. Il est avant tout œuvre de l'esprit et peut s'incarner différemment sur papier ou bien numériquement sans que change sa caractéristique fondamentale. Le livre est un bien culturel et la France doit réaffirmer l'exception culturelle. C'est un combat mené sans relâche, plus que jamais, alors que l'intérêt privé et financier des grands groupes se place au-dessus de l'intérêt général. C'est le devoir du législateur de fixer par le droit les limites à la concurrence dite libre et bel et bien faussée. Il est vrai que cette loi peine à définir son objet même. Impossible de répondre à cette question simple, qu'est-ce qu'un livre numérique? Objet naissant que la pratique n'a pas encore défini. On s'en fait une idée approximative. Ce texte fait d'ailleurs un peu l'aveu de son ignorance, puisqu'il vise le livre numérique homothétique, soit l'équivalent du livre papier, sous un autre format, alors que l'intérêt même du numérique réside dans l'ajout de fonctionnalités propres. C'est une insuffisance que doit néanmoins affronter la loi, sous peine de ne plus produire d'effet dans un marché tendant à être régulé par les géants commerciaux du web. On ne peut qu'espérer qu'elle ne manque pas son objet et que le comité de suivi prévu pour la résoudre avec ses rapports annuels. Désormais, l'avenir de ce texte se concentre sur deux questions. Quelle rémunération garantie pour l'auteur? Une question centrale à l'heure du livre numérique. Nous devons impérativement en faire mention dans la loi. Quel périmètre d'application? La loi doit-elle concerner tous les prestataires de livres en France, quel que soit leur lieu d'établissement, ou bien se restreindre aux seuls acteurs résidant sur le sol français? Cette deuxième solution est aussi inutile que dangereuse. Inutile, car cette loi ne toucherait aucun des trois géants qui s'emparent de ce marché naissant, alors que ce devrait être son objet même. Amazon, Google et Apple, aucun n'est établi en France, et dans le cas contraire, rien ne les empêche de se délocaliser. Les frontières physiques n'ont guère d'importance en la circonstance, ou plutôt, elles en ont, mais davantage en termes de fiscalité que de rayonnement. Cela est également dangereux, car le marché du livre serait régi par une double législation. Un prix unique s'imposerait aux entreprises françaises et un prix non réglementé à toutes les autres, dont il est certain qu'elles envahiront le marché français du livre numérique. Si les membres de la majorité de l'Assemblée nationale disent leur adhésion aux objectifs poursuivis dans un prétendu consensus, ils vident dans un même temps la loi de son effectivité en limitant son application aux seuls acteurs établis sur le territoire français. Ils choisissent d'appliquer les lois du marché à ce bien culturel. Ils réduisent la loi à une simple déclaration d'intention qui n'aura malheureusement pas de vertu incantatoire. Le Sénat a étendu en première lecture, et il persiste, l'application de cette loi à tous les acteurs qui commercialisent en France, quels qu'ils soient. Je me félicite que nous rétablissions l'extraterritorialité de l'application de cette loi, malgré les modifications de l'Assemblée nationale. Nous ne devons pas céder sur ce point, ni sur celui de la rémunération des auteurs. Les arguments de la majorité de l'Assemblée nationale s'appuient
sur le droit communautaire, notamment dans la directive Services et celle sur le commerce électronique. La législation européenne semble avoir en tout lieu et pour toute chose cédé aux lois du marché et même avoir été créée pour mieux le faire fonctionner. Elle n'érige l'intérêt général et culturel courant d'exception. Pourtant, cela n'a jamais empêché la France d'être porteuse d'initiatives, de combats, lesquels ont souvent été menés avec justesse, bénéficiant à la richesse et la diversité de la création culturelle. Il faut ici une volonté forte et combative. Si la France ne l'incarne pas, alors qui? Les décisions de l'Europe ne doivent pas tomber comme un coup près, mais être révisées quand nécessaire. Les directives Services et commerce électronique qui régissent le livre numérique doivent prendre en compte l'exception d'intérêt général fondée sur des impératifs culturels. Un premier combat doit être mené. Actuellement, le droit européen considère la vente de livres numériques sur Internet comme un service et non comme un bien, à l'instar du livre papier. C'est biaiser sa conception en se focalisant sur le support du livre et non sur sa caractéristique fondamentale de création littéraire. De là une distinction de droit qui n'a pas lieu d'être. Sans compter que l'examen consciencieux des deux avis rendus par la Commission européenne, servant d'argument aux opposants à l'extraterritorialité, montre qu'il n'y a guère matière à renoncer. Premièrement, que la loi fasse mention ou non de l'extraterritorialité. Les décisions rendues au niveau européen actuellement à propos de ce texte sont strictement les mêmes. On voit donc mal en quoi supprimer cette clause est nécessaire, puisque dans les deux cas, la loi porterait atteinte, je cite, à la liberté d'établissement, la libre prestation des services, ainsi qu'à la directive e-commerce. Si remise en cause il y a par la Commission, je le dis comme je le pense, c'est le principe du prix unique dans sa globalité. Deuxièmement, la Commission n'affirme pas définitivement la contradiction de la loi avec le droit européen. Elle évoque la nécessité d'argumentation de la France sur l'adéquation et la proportionnalité des mesures aux objectifs désignés. On est surpris de cette frilosité à affronter d'éventuels mécontentements de Bruxelles dans le domaine du prix du livre numérique, alors que nous nous en sommes parfaitement affranchis concernant l'extension de l'application d'un taux de TVA réduit, 5,5%, du livre papier au livre numérique. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience, disait René Char. Il faut que nous portions une volonté politique forte pour défendre une fois de plus les politiques culturelles afin que progressent ces valeurs au sein de l'Union européenne. La Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles d'octobre 2005 promeut la diversité culturelle et linguistique et fournit des bases juridiques au maintien de la richesse d'une offre éditoriale protégée, que je trouve, pour ma part, un peu molle. Songeons à l'article 20, où se trouve un méli-mélo des positions contradictoires entre l'UNESCO et l'OMC. Mais même imparfaite, la Convention et l'esprit qui l'entoure restent un outil dont il faut s'emparer. Je suis satisfait de votre position, Monsieur le Ministre, au récent Salon du Livre en faveur de la clause d'extraterritorialité. Vous êtes clair en disant que le prix unique doit s'appliquer, je vous cite, à l'ensemble des ventes de livres numériques effectuées en France, quel que soit le lieu d'implantation des opérateurs. Vous avez été clair dans votre présentation du problème tout à l'heure, tout comme Madame Bébaud, rapporteur de la Commission des affaires culturelles, unanime. À ceux qui renoncent avant de se battre, je rappelle que Google continue de sévir aux États-Unis en foulant aux pieds le droit d'auteur, pourtant à l'américaine, et qu'heureusement le juge lui tient tête. Je rappelle qu'Amazon est, dit-on, à l'origine des perquisitions un peu musclées, début mars, de plusieurs maisons d'édition françaises par la Commission européenne. Enfin, Gallimard, qui vient de fêter son centenaire, a été visité. Je n'ai qu'une envie. Le gouvernement français doit suivre son ministre de la Culture, qui rencontre le désir des professionnels et auteurs qui ne doivent pas se laisser diviser, et entendre la répétition du Sénat dans ses positions de première lecture en deuxième lecture. Multiplier les jeux sans viser le nous est une impasse.
Face à nos redoutables cliveurs, sachons nous distinguer, oui, mais en même temps nous relier, et cela sans crampe mentale. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, mes très chers collègues, 1981-2011, voilà pratiquement 30 ans, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, que le Parlement a adopté la loi Langue, instaurant un prix unique du livre en France. 3 décennies plus tard, lorsque l'on fait le bilan, indéniablement, cette loi a sauvé le secteur du livre papier. Le prix unique du livre a permis de conserver à côté des rayons aux produits bien standardisés des hypermarchés, Dieu merci, un réseau de librairies indépendantes, véritable médiateur culturel de nos territoires et bien sûr une très grande diversité éditoriale. À l'heure de l'e-commerce, le texte dont nous débattons est essentiel puisqu'il propose, selon les préconisations du rapport Zelnick, d'étendre le principe du prix unique du livre à sa version numérique, pérennisant ainsi la chaîne du livre aujourd'hui confrontée à des transformations sans précédent. Le bilan du dernier Salon du Livre nous encourage en ce sens. Les débats qui s'y sont tenus ont permis de faire un point sur l'évolution du marché de l'édition. D'ailleurs, on note que pour la première fois, un prix du livre numérique a été attribué. Ce salon a été aussi l'occasion de découvrir les résultats de l'étude Ipsos, réalisée en janvier dernier, intitulée « Notoriété et usage du livre numérique ». Notoriété en évolution positive depuis 2009, puisque on a 61% contre 47% de lecteurs aujourd'hui avertis sur le livre numérique. 8% s'y adonnent contre 5% l'année précédente. Dans l'étude, ce qui est intéressant, c'est que 65% disent que le livre papier restera toujours le principal support du livre. Je ne pense pas en effet qu'il y aura une substitution, mais de nouveaux usages et une complémentarité dus tout simplement aux fonctionnalités nouvelles associées au livre numérique. Livres et e-books vont donc coexister. Ce phénomène s'est d'ailleurs pratiquement produit à chaque fois qu'une technologie nouvelle a été inventée. Les films n'ont pas tué le théâtre, la télévision n'a pas tué le cinéma ni la radio. Le marché du livre numérique est donc un marché naissant mais prometteur qu'il convient non seulement de réguler mais aussi d'encourager. À cet égard, comme vous le savez, c'est le Sénat qui a permis que soit voté à la quasi-unanimité, sauf, je n'ai pas compris ce soir-là, nos collègues sénateurs socialistes de la Commission des finances qui n'ont pas voté ce taux de TVA à 5,5 sur le livre numérique. Lors de la loi de finances pour 2011, en effet, j'ai eu l'honneur de défendre au nom de notre commission. Cela m'était facile, car c'était également la position que mon groupe avait défendue lors de la première lecture, cet amendement important permettant qu'il n'y ait aucune distorsion de concurrence, seul moyen de garantir le développement d'une offre légale attractive pour les lecteurs. Jugeant tout d'abord cette mesure contraire au droit européen, le gouvernement s'est finalement rallié à notre position et a nommé Jacques Toubon ambassadeur itinérant pour mener les concertations au niveau européen afin d'aboutir à une uniformisation de la TVA sur les livres numériques. Cette affaire étant, je crois, réglée au niveau de nos assemblées aujourd'hui, nous retrouvons cette fois un blocage sur la clause d'extraterritorialité. Je ne m'attarderai pas sur le sujet, plusieurs d'entre vous ayant rappelé les divergences d'appréciation que nous avons avec les députés, nous qui avons voulu, à l'initiative de Jean-Pierre Leleux, prendre en compte la dimension transnationale de la vente de livres numériques sur Internet et la réalité de la concurrence qui s'y exerce en application toujours de la clause de diversité culturelle. La Commission européenne a émis des réserves, certes, mais au nom de quoi, je vous le demande, les plateformes faisant commerce des créations françaises établies hors de France seraient exclues du champ d'application du prix unique du livre. Au nom de quoi on cautionnerait finalement des pratiques commerciales prédatrices d'acteurs étrangers tout-puissants. Monsieur le ministre, vous vous êtes exprimé ces jours-ci, et ici même encore à cette tribune il y a quelques instants, et je sais que, comme nous, vous pensez qu'il faut se battre et que la démarche doit être poussée à l'échelle européenne. D'ailleurs, on devra aller plus loin dans cette perspective et également insuffler à Bruxelles l'idée d'une TVA à 5,5 pour tous les biens culturels
aussi bien la vidéo, la musique ou encore la presse en ligne, et ceci dans l'ensemble des pays membres. Face à ces questions que nous nous sommes plus largement posées lors de la loi de finances, ces questions d'évasion fiscale, que représente aujourd'hui l'installation de certains opérateurs au Luxembourg ou en Irlande, nous devons en effet nous interroger sur le rôle que doit jouer l'Europe pour la diversité culturelle à l'heure du numérique, sur la manière dont elle doit concevoir la survie de ce qui constitue son patrimoine et son héritage, mais aussi l'originalité de sa création. Il faut que, sans arrogance, mais avec force et détermination, nous puissions continuer à défendre l'idée que le livre, quelle que soit sa forme ou son support, n'est pas tant une marchandise ou un service en ligne qu'un bien culturel précieux, un bien dont il faut préserver la diversité en matière d'offres. Car que faut-il défendre en fait? L'intérêt du consommateur, soi-disant, en l'espèce avantagé par la libre concurrence, ou l'intérêt de ce que vous préférez appeler, Monsieur le ministre, le lecteur? Vous l'avez dit, l'économie du livre, c'est quand même autre chose que celle de la lessive ou d'un paquet de céréales. Et comme l'a souligné Thierry Tuot, membre du Collège de l'autorité de la concurrence, l'objectif n'est pas d'avoir le prix le plus bas, mais d'avoir le prix le plus juste qui permette aux acteurs de la chaîne de valeur de retrouver une juste rémunération et aux lecteurs internautes d'accéder aux biens dans des conditions normales. C'est important car la législation française, et particulièrement dans le domaine culturel, est observée dans le monde entier. Vous l'avez suggéré, Monsieur le ministre, qui rentrait d'un déplacement aux États-Unis, au cours duquel vous avez pu rencontrer les représentants d'Apple, Google et Amazon et leur affirmer votre attachement au présent texte. Vous avez d'ailleurs indiqué que Google et Apple sembleraient plus ouverts qu'Amazon sur la position française. Si ce texte nous permet de poser les bases d'un modèle économique, il est aussi un encouragement pour tous les acteurs à s'organiser afin d'assurer une juste rémunération des éditeurs, des auteurs, des libraires. Ils savent qu'il est dans l'intérêt de tous de se structurer rapidement afin de faire face aux risques hégémoniques des Apple, Google et Amazon. Certaines initiatives sont déjà prometteuses. Il a été cité notamment le portail 1001libraire.com qui fédère 300 librairies indépendantes et dont le service de géolocalisation des stocks présente un réel avantage concurrentiel face à ces plateformes. Je suis satisfaite que le texte issu de notre commission veille aussi à assurer la défense du droit d'auteur dans l'univers numérique, car l'absence de fabrication, de stockage et de transport dans la production et la diffusion de livres numériques exige une réévaluation des parts revenant aux éditeurs et aux auteurs. À cet égard, permettez-moi malgré tout de souligner que l'on veuille ou non, les évolutions technologiques des produits, que ce soit les contenus, les outils, les accès, vont certainement entraîner l'apparition de nouveaux modèles économiques et obliger les acteurs du secteur eux-mêmes à s'adapter. N'y aurait-il pas, par exemple, la tentation de certains à éviter les intermédiaires, notamment l'éditeur ou le libraire, et que demain un auteur traite directement avec un distributeur électronique? J'avais tenu à souligner en première lecture également que s'il faut préserver un écosystème éditorial, il fallait aussi prendre en compte la spécificité des acteurs du monde des Creative Commons, ces logiciels collaboratifs libres et ouverts. Ce texte, en tout cas nécessaire, est une première brique. Il ne construit pas toute la maison. Aujourd'hui, nous statuons sur le livre homothétique, définition restreinte excluant les créations numériques. Très vite, les technologies de pointe, telles que la réalité augmentée, permettront au livre papier de se transformer en livre vivant et tridimensionnel et d'évoluer vers des contenus multimédia. Ces œuvres enrichies par l'interactivité poseront de nouvelles questions, notamment en matière de juste rémunération. Quel sera le paysage culturel du monde dans les 30 ans qui viennent? Nous ne devons pas oublier que l'histoire de l'écrit a connu de nombreuses évolutions techniques qui ont entraîné des mutations culturelles et économiques qui fondent notre société actuelle. Dans cette dynamique, la numérisation ne signe pas la fin du livre, mais plutôt son renouveau contemporain. Aussi, en dépit de quelques petites réserves émises, nous voterons ce texte rétabli par les sénateurs dans sa version issue de notre première lecture. Gageons qu'il nous permette de préserver cet objet si particulier qu'est le livre. C'est Victor Hugo qui disait « La lumière est dans le livre, ouvrez le livre tout grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire ».
Vous venez de suivre une partie de la discussion consacrée à la proposition de loi sur le prix du livre numérique. Si vous souhaitez revoir cette discussion, notre site internet publicsénat.fr. Merci de votre fidélité. Très belle journée à tous. Savez-vous ce qui se passe en Irak aujourd'hui? Pas vraiment. Ce pays qui a été à la une de l'actualité pendant des années est en train de passer aux oubliettes. Et pourtant, il y a toujours 10 attentats par jour à Bagdad. Après l'occupation américaine, où va l'Irak? Vers la paix ou le chaos? C'est le thème du docu-débat cette semaine sur Public Sénat. Élise Lucet présente Le Débat, samedi à 23h sur Public Sénat.